Merci donc d'accueillir Jérôme Perrin, directeur scientifique de Renault, qui va nous expliquer ce qu'il est en train de se passer en matière de biorespiration dans la filière automobile. Et est-ce que demain, puisque Marc Fontcalf nous a parlé de la maison qui consomme 2 litres d'eau, est-ce que demain nos véhicules seront bioinspirés, seront plus performants en motorisation ou dans d'autres domaines? Merci beaucoup. Il vaut mieux parler dans ce micro-là, on entendra mieux. Merci Alain. Oui, donc moi c'est la deuxième fois que je viens à Biomi Expo. J'étais là l'année dernière en auditeur et puis on m'a demandé d'intervenir cette fois-ci. Je suis aussi heureux parce que j'étais le seul représentant de la filière automobile. Nous sommes 6 cette fois-ci. Donc 3 personnes de Renault, une de PSA, une de Faurecia. Et donc je vais vous raconter un petit peu comment on peut voir la bioinspiration comme source d'innovation technologique pour la filière automobile. Alors en fait, je vais faire 3 parties, hein. Ça ne va pas être très long à chaque fois, mais partir de la stratégie du plan environnement du groupe Renault, parce que finalement, tout ça s'inscrit dans une démarche quand même de développement durable, et vous verrez que pour la filière automobile, les défis sont considérables hein, par rapport à ce que représente actuellement l'automobile, à la fois en termes de consommation et tout ce qui les engagements volontaires et même réglementaires auxquels on doit faire face. Ensuite, on parlera je donnerai quelques aperçus sans vouloir être redondant par rapport à ce qui a été dit ce matin sur biorespiration et mobilité, et un catalogue un peu des différents champs d'application. Et puis ensuite, voir comment la filière automobile, Renault et la plateforme de la filière automobile dans son ensemble s'est inscrite dans cette démarche de bioinspiration. Alors, stratégie et plan environnement du groupe. Donc, j'ai tiré cela nous avons une direction du plan environnement, comme dans toutes les grandes entreprises. Et finalement, on va partir d'une comparaison entre l'état 2016 et l'horizon 2050. Alors, ça, c'est une première planche qui vous montre, qui situe un peu quels sont les enjeux. Hein. Actuellement, les matériaux pour l'automobile, c'est 20% du coût de fabrication, mais il y a aussi le prix de l'eau qui représente un enjeu important dans tout ce processus de fabrication. Le transport dans son ensemble, c'est 51% des émissions de NOx dans le monde. Alors dans son ensemble, ça inclut les camions hein, et puis tous les moyens de transport. Les particules fines, telles qu'elles sont émises dans les villes en particulier, alors pas uniquement par l'automobile, on le sait, mais c'est quand même 40 fois le seuil de l'OMS dans les grandes mégapoles. Vous avez entendu parler des mégapoles chinoises ou indiennes ou autres. Mais ça arrive parfois dans des pics en Europe aussi. Et puis le transport, c'est 64% de la consommation des fuels fossiles, 24% de la demande énergétique, et le transport, c'est 17% des contributions des transports des gaz à effet de serre. Donc voilà, tout ça, ça oblige un peu le transport en général, la filière automobile en particulier, à répondre à ces défis. Alors, à l'horizon 2050, en plus, c'est mentionné en rouge en dessous, on envisage un doublement du parc mondial. Hein, donc, on passerait à 2,2 milliards de véhicules contre donc un peu plus de l'ordre de milliard actuellement. Donc, vous voyez, le schéma qui est au centre, c'est montrer que pour Renault, en fait, voit maintenant et prend en compte ça dans sa plan environnement, le problème des ressources, qui est les ressources limitées, que ce soit en termes de matières premières, en termes de carburant, etc., disponibilité des ressources, le problème du climat, le problème de la santé, comme 3 enjeux majeurs hein, auxquels doit faire face le transport automobile, avec les impacts et les leviers qu'il peut y avoir en termes de business et de compétitivité et le respect des normes, la conformité et la responsabilité. Alors avec une analyse complète de cycle de vie pour ça, à la fois pour les matières premières, pour la production des véhicules, pour la distribution, l'usage des véhicules, donc l'usage qui est celui qu'on prenait en compte jusqu'à présent quand vous avez, vous savez, les grammes de CO2 par kilomètre affichés sur votre voiture, c'est uniquement l'usage. Là maintenant, on a une vision beaucoup plus intégrée de l'ensemble et puis la fin de vie. Donc voilà un petit peu l'approche que Renault essaie de défendre. Et puis maintenant, on doit, dans le cadre de la COP21, avoir notre propre scénario à 2 degrés. Et vous voyez que là, les défis sont considérables parce que si on parle de la situation actuelle, donc avec le milliard de véhicules en 2016, et qu'on regarde la moyenne, on s'aperçoit qu'en moyenne, on gagne 2% sur l'efficacité énergétique des véhicules.
Si on extrapole ça et qu'on ne fait rien d'autre, on s'aperçoit que ce qu'on appelle le business as usual, on est sur un scénario à 6 degrés. Hein, voilà. Donc le travail à faire d'ici 2050 est considérable. Il consiste à la fois à faire des ruptures technologiques pour améliorer au-delà de ce qui est prévisible ou tendanciel en termes d'efficacité. Il consiste aussi à basculer en termes de carburant, de complètement changer la donne en termes de carburant, en jouant sur, bien sûr, l'électricité, les biocarburants pour une partie, l'hydrogène, le méthane, tout ça étant une panoplie sur laquelle il y a encore des incertitudes sur quel est celui qui va être le plus important. Et puis enfin, la décarbonisation des carburants eux-mêmes et de l'électricité, qui est une autre contribution. Et puis il y a tout ce qui est substitution. Hein, évitement et substitution. Donc voilà, tout ça pour atteindre un scénario de 2 degrés. Donc quand on regarde tous ces ingrédients, il faut que tout ça soit en phase pour arriver à ce que le transport, et l'automobile en particulier, soit dans le scénario à 2 degrés. Alors, maintenant, si on regarde le véhicule, donc on a essayé d'avoir une approche vraiment holistique de cet ensemble-là, mais si on regarde, ça veut dire que du point de vue du véhicule, c'est réduire de 90%. Hein, les émissions de gaz à effet de serre par véhicule, compte tenu du fait que le parc aura doublé, si tant est que ça se réalise. Et donc, ça veut dire vraiment diminuer de 90% par rapport à l'état actuel. Et donc, ça veut dire jouer sur plusieurs ingrédients, sur finalement la consommation intrinsèque du véhicule, le carburant qu'on utilise, mais aussi son usage. Hein, donc, ça peut être d'améliorer le taux d'occupation du véhicule, ça peut être aussi d'améliorer la gestion, la fluidité du trafic. Enfin, il y a beaucoup de postes sur lesquels on peut gagner et il faut que tout cela soit adressé, ce qui explique que l'enjeu est important et qu'il faut avoir une vision vraiment holistique de l'ensemble. Dernière chose sur le plan environnement, on a aussi un devoir de travailler en termes d'économie circulaire et on le fait plus ou moins. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut valoriser les ressources secondaires, le recyclage des véhicules hors d'usage. Donc, il y a une norme de toute façon 95% en Europe. Mais il faut aussi réintroduire dans la fabrication des matières recyclées. Donc, on commence non seulement à recycler pour d'autres usages, mais à recyclage noble, j'allais dire, c'est réinjecter dans la fabrication du véhicule de la matière recyclée de la filière automobile. Donc ça, c'est nouveau, mais ça commence à rentrer en vigueur. Il y a aussi comment, donc finalement, avoir une boucle matière, fin de vie, nouveau véhicule, c'est ce que je viens de dire, et extension de la durée de vie des produits, donc comment, finalement, en retravaillant certains organes, réemploi de pièces, seconde vie de batterie, ça c'est un exemple pour les véhicules électriques, comment faire un usage secondaire des batteries en fin de vie dans l'usage véhicule pour un autre usage éventuellement. Et puis enfin, il y a passé d'un rapport de propriété du véhicule à un rapport de service et d'usage qui suppose de l'autopartage. Voilà, donc tous ces ingrédients-là sont pris en compte et commencent à pénétrer vraiment complètement l'entreprise. Alors maintenant, je vais regarder plus précisément ce qu'on pourrait appeler bio-inspiration et mobilité. Alors, je partirais d'une petite planche amusante qui vous dire, voilà, il y a un véhicule qui s'appelle Zoé, qui est le véhicule électrique de Renault, et puis il y a une petite souris, j'ai vu qu'il y avait un petit ouvrage qui s'appelle Zoé, la petite souris qui aime les mots. Bon, ça c'est un petit ouvrage d'apprentissage de lecture. Alors on se dit, quand on les voit, on se dit, il y a 2 yeux, il y a un museau, il y a 2 oreilles, mais il y a des roues et non des pattes, de la tôle au lieu de la peau, un fil électrique dans le nez plutôt qu'une queue. Donc, voilà. Donc c'est les limites, si vous voulez, de la bio-inspiration au niveau de l'objet véhicule. Au-delà de ça, finalement, quel est le champ de la bio-inspiration pour la mobilité? Alors là, je m'inspire d'une part du fait qu'il y a eu déjà des gens qui ont commencé à réfléchir à ça. Il se trouve qu'il y a eu un colloque, en tout cas en 2013 à Los Angeles, qui s'intitulait Biomimicry and Mobility, à l'horizon 2025. Alors 2025, ça peut être 2030, 2050. Mais en tout cas, déjà, le sujet a commencé à faire l'objet d'un colloque. Et si on regarde finalement, j'ai essayé de serrer un peu tous les champs dans lesquels peuvent s'appliquer
la bioinspiration pour ce qui concerne l'automobile. Alors, il y a bien sûr en termes de matière. Alors là, on n'est pas originaux parce qu'il y a aussi des tas d'autres gens qui s'intéressent aux matériaux. Mais ce sera la composition, la structure, la propriété, l'auto-nettoyage, la réparation et, j'allais dire aussi, l'allègement. Ce qui est l'enjeu principal pour les véhicules, c'est une bonne partie de la consommation, en tout cas pour les véhicules, est liée à l'accélération du véhicule. Et donc, cette accélération est liée à la masse. Donc, l'allègement, c'est la substitution et c'est la repenser aussi l'architecture du véhicule. Pourquoi l'automobile arrive un peu après l'aéronautique ou les voiliers? C'est que simplement, nous, il faut qu'on fasse ça en termes de coût de substitution, c'est quelques euros le kilo. Il faut voir qu'une voiture, vous la pesez pour regarder le prix, le coût de revient d'une voiture de grand public, et vous regardez le prix, le coût en euros par kilo. Allez, on est entre 5 euros et 10 euros le kilo maximum. Donc il faut se rendre compte que substituer un kilo d'acier par autre chose, ça veut dire qu'il faut que l'autre chose ne soit pas à plus de quelques euros le kilo. Et c'est ça la difficulté pour l'automobile. Ça commence à venir. Il commence à y avoir des filières maintenant de fabrication de matériaux, de fibres, de matériaux composites, etc. Mais c'est nouveau et c'est décalé par rapport à l'aéronautique pour les raisons que je viens de mentionner. Parce que dans l'aéronautique, le kilo gagné, c'est tout de suite 500 euros. Donc vous pouvez vous permettre que vous pouvez rattraper le coût, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros. L'automobile, c'est 100 fois moins. Alors, il y a aussi tout ce qui est morphologie au sens large, l'architecture, le design, l'aérodynamisme, où là, il y a des tas d'exemples qui peuvent être bio-inspirants. Vous avez même de l'aérodynamique active. On peut s'inspirer d'un certain nombre d'exemples de la nature là-dessus, à condition d'avoir effectivement une morphologie adaptative. Il y a tout ce qui relève aussi, alors cette fois-ci, le véhicule, c'est un objet aussi qui a un côté, qui a toujours eu un rapport, il suffit de regarder les publicités, on est dans l'esthétique, la sensation, et donc il y a tout ce qui relève de la couleur, du toucher, des odeurs, pour tout ce qui est à la fois aspect extérieur, habitacle. Donc ça concerne les peintures, ça concerne les tissus, ça concerne les planches de bord, ça concerne tout ça. Et globalement, la possibilité de jouer là-dessus. Donc ça, c'est un travail particulier qui ne relève pas vraiment du développement durable, mais qui en tout cas fait partie où là, il peut y avoir de la bio-inspiration. Alors, dans le domaine de ce qu'on appelle le métabolisme, ce que j'appelle le métabolisme, c'est tout ce qui est gestion du carburant, de l'énergie, du cycle de vie. Et là, la nature, bien entendu, a beaucoup de choses à nous apprendre, dans la mesure où, elle, comme on l'a dit ce matin, il y a vraiment économie de moyens et tout est recyclé dans un processus naturel. Et on voit bien que pour les véhicules, on atteint un certain taux de recyclage, mais ce n'est pas un recyclage total, puisqu'on ne réjecte pas ça dans une filière, on dégrade aussi, sauf si on commence vraiment maintenant à recycler dans la filière. Il y a toutes les fonctions. Les fonctions, ça va de la motricité ou la locomotion à la perception. De plus en plus, maintenant, on a des véhicules équipés de capteurs. Et puis, il y a la décision, à un moment donné. Donc, comment peut-on être bio-inspiré dans ces aspects-là? Et puis, en fait, il y a tout ce qui est comportement collectif. J'appelle ça sociabilité. Pour les animaux, en tout cas. C'est tout ce qui est coopération, gestion de trafic, fluidité, communication, véhicule avec autre chose. Véhicule, infrastructure, etc. Donc, voilà un petit peu une sorte de présentation, pas tout à fait exhaustive, mais en tout cas des différents champs de bio-inspiration. Alors, pour revenir aux enjeux environnementaux, hors carburant, je ne parle pas des biocarburants, il s'agit de réduire l'empreinte environnementale du véhicule dans la fabrication, consommation d'énergie, de matières premières, de matériaux critiques, et avec des matériaux biosourcés, et puis en réduisant les effluents. Ça, c'est plutôt la partie industrielle. Il y a ensuite réduire l'empreinte environnementale dans la maintenance et le recyclage. Faire des matériaux et des structures auto-réparables, des surfaces auto-nettoyantes, auto-cicatrisantes, des assemblages et des collages qui soient facilement démantelables pour le recyclage, des matériaux qui puissent éventuellement être biodégradables. Enfin, tout c'est un champ lié cette fois-ci à la maintenance et au recyclage. Et puis vous avez ensuite réduire le besoin énergétique intrinsèque du véhicule. Bien entendu, on peut travailler, comme on le fait déjà et comme on le fait déjà très bien, sur la réduction de la consommation des moteurs, mais le post-allègement est stratégique.
hein, substituer à des matériaux lourds, des matériaux légers, tout en étant résistant, c'est-à-dire qu'il faut combiner allègement et résistance mécanique. Donc c'est par ça, les composites et l'architecture, et là, il y a beaucoup de choses du côté de la bioinspiration. L'aérodynamisme, passif ou actif, on a des choses à apprendre par le biais de la nature, bien entendu, et puis la gestion et la récupération d'énergie, on est plutôt dans le métabolisme global. Puis enfin, il y a l'améliorer la mobilité individuelle et collective, et là, c'est tout ce qui relève de ce qu'on pourrait appeler l'éco-conduite en général, la conduite autonome qui apporte un certain nombre de choses en termes de réduction de consommation et amélioration de la mobilité, l'autopartage, la gestion de trafic qui améliore la fluidité et tout ce qui est système de transport intelligent. Donc voilà un petit peu les différents champs qui ont un impact environnemental en tant que tel. Alors je montrerai 2 photos qui justement portent sur ce dernier point et qui sont très belles d'une part et d'autre part posent question. C'est voilà, le comportement collectif d'un banc de poissons, d'un vol des tourneaux. On sait très bien que ça fonctionne par des coordinations entre premiers voisins et que malgré tout, le comportement collectif, lui, assure une fluidité d'ensemble. Et ça, c'est vraiment un modèle par rapport auquel on peut se dire, le contrepoint, c'est la gestion centralisée d'un trafic, ce qu'on développe plutôt actuellement, et comment substituer quelque chose qui serait de l'hypercentralisation, où les véhicules deviennent des robots esclaves finalement, à une gestion beaucoup plus véhicule-véhicule, qui assure cette fluidité, ce comportement collectif. Donc ça, c'est un champ potentiel aussi de bioinspiration. Alors maintenant, j'en viens à la démarche, le troisième domaine que j'appelais la démarche de la filière automobile française, puisqu'elle est relativement récente. Alors je vais d'abord commencer par Renault, puis ensuite je parlerai de la plateforme de la filière automobile. Alors chez Renault, on a commencé en 2011 une exposition sur le biomimétisme au Technocentre à Guyancourt. Donc c'était très modeste, c'était pour montrer, présenter ça aux employés dans un lieu d'espace commun. Ensuite, en 2015, il y a eu une adhésion au CBIOS, et puis en parallèle, il y avait eu le lancement d'une thèse CIFRE, de thèse de Camilla Freitas Salgueredo, qui était sur un sujet assez intéressant, puisque c'était le biomimétisme et le développement du véhicule, l'innovation dans le véhicule décarboné ou bas carbone, en s'inspirant de concepts qui utilisent, et en utilisant la théorie CK, conception, CK voulant dire concept, le K voulant dire knowledge, c'est-à-dire concept et connaissance. Bon, la démarche était intéressante, elle intégrait plein d'apports. J'ai mis en dessous les logos des différents centres de compétences qui ont participé à cette thèse. Il y avait l'IFSTAR, qui institut bien connu sur le domaine du transport. Il y avait aussi Mines ParisTech pour la méthodologie CK. La thèse s'est faite à l'UPMC dans le cadre de l'ISIR, l'Institut de la robotique, et il y avait l'INSERM qui a contribué parce qu'il y a eu une inspiration sur la manière dont un sportif gère son énergie au cours d'une course. Vous voyez, donc c'est là qu'on voit la multidisciplinarité qui a joué, et d'ailleurs ça a donné lieu à un film que je vous conseille d'aller voir sur Vimeo, un des 30 films Nature égale futur, dont le réalisateur est dans la salle, je crois. Voilà, et dernière action, si je puis dire, en 2016. Alors, on avait soumis un projet dans le cadre de l'ANR l'été dernier, qui n'a pas été retenu, mais qui a été un premier ballon d'essai, et on avait intitulé ce projet Bio-Inspired Lightweight Structure and Manufacture. C'était un projet intéressant qui associait Renault, Faurecia, qui associait Madère, qui associait l'UTC et le CBIOS. Il n'a pas été retenu. Néanmoins, sachez que dans les programmes de l'ANR figure maintenant la ligne biomimétisme ou bioinspiration, un petit peu à mon initiative aussi, je dois le dire. Donc, ça commence à rentrer maintenant dans les appels à projets français. Et puis, dernière chose qui est complètement différente, en 2016, fin 2016, très exactement, Renault a pris une participation dans la société Chronocam. Et si vous allez sur leur site, Chronocam, qui a développé des rétines artificielles et qui s'inspire de la vision humaine pour développer finalement des caméras qui à la fois ont un temps de réponse plus rapide et un traitement de l'image intégré. Voilà, c'est une autre dimension, ça relève plus de la perception, mais voilà un des champs dans lequel la bioinspiration peut nous apporter quelque chose. Enfin, j'en arrive maintenant sur la plateforme de la filière automobile. Alors la plateforme de la filière automobile,
Elle a été créée en 2009-2010 et elle s'est développée depuis. Elle rassemble finalement les acteurs de la filière automobile française, en l'occurrence les constructeurs Renault, PSA, mais aussi les équipementiers comme Forestia, Plastic Omnium, Valeo, Michelin et un certain nombre d'autres. Et elle vise à la fois à sécuriser sa filière en termes de fournisseurs rang 1, rang 2, et à partager un certain nombre d'enjeux normatifs et développement technique. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a une réflexion qui a été menée pour identifier les technologies du futur qui intéresseraient l'automobile. Alors c'est la partie, je dirais, la plus amont du travail de la PFA. Voilà, et donc je vous donne la planche en question. On a identifié des choses qui relèvent de l'énergie, de la gestion de données, de l'humain et du bio. Alors, donc c'est là qu'on se trouve effectivement, qu'on a identifié le thème bio-inspiré, et puis de tout ce qui est matériaux et physique. Donc, vous voyez, donc ça c'est un peu une cartographie de ces différents sujets qui ont été jugés comme technologies du futur par les acteurs de la filière automobile. Et dans ce cadre-là, donc on a créé un groupe de travail, et je terminerai là-dessus, sur la bio-inspiration. Il a démarré il y a, on peut dire, un peu moins d'1 an, il y a 6-8 mois. Et ce groupe de travail, finalement, s'est donné comme objectif de faire une analyse et l'état de l'art de la bio-inspiration en termes d'application à l'automobile et à la mobilité dans une perspective de développement durable, pour revenir à ce que je disais au début. L'expertise, c'est Bios UTC, Kalina Raskin est venue plancher devant nous. Les partenaires Renault coordonnent, il y a PSA, Forestia, Plastic Omnium, Valeo, Michelin, qui sont partis du groupe. Et puis les objectifs attendus pour 2017, c'est-à-dire cette année, c'est de cadrer le sujet en termes de matériaux, de fonctions et de propriétés et de procédés de production. Commencer par l'axe matériaux, identifier les autres domaines possibles, donc on n'exclut rien, et proposer des projets collaboratifs pour la filière automobile. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme. Juste une ou deux questions. On va essayer aussi, si vous avez une ou deux questions dans la salle, si quelqu'un veut attraper le micro. Je ne sais pas s'il y a un polo blanc BioM-Expo, là, ce serait pas mal. Mais moi, j'ai une question déjà, c'est est-ce que, en termes de dynamique dans la filière automobile, sur la bio-inspiration, quel est le feeling sur la dynamique en cours? Est-ce que c'est un sujet qui vraiment est en phase d'accélération, qui intéresse de plus en plus? Ça, c'est la première question, avoir une idée de la dynamique. Et la deuxième question, dans tous les sujets qui ont été évoqués, énergie, matériaux, communication, etc., avoir un peu, c'est compliqué, mais une idée des sujets qui risquent de sortir les uns après les autres, c'est-à-dire a priori, s'il y a un sujet ou deux qui sont un peu en avance, ça serait plutôt de quel côté? Je pense que dans le domaine des matériaux, il y a des choses qui peuvent combiner à la fois l'enjeu d'une fabrication additive 3D, par exemple, et de l'allègement et de la bio-inspiration, en mettant tout ça ensemble. Hein. Ça, c'est un premier champ d'application, mais ça joue sur la fabrication. Après, sur ce que je disais, les fonctions de perception, il y a un enjeu particulier par rapport aux véhicules autonomes, entre autres. Il ne faut pas oublier qu'on va parler de véhicules électriques connectés autonomes. En gros, c'est les 3 grands axes vers lesquels on va pour respecter ce que j'annonçais comme perspective, moins de 90% de réduction des... Bon. Or, électrification, tout ce qui est fonction de perception, de communication, ça consomme de l'énergie. Donc il y a un vrai enjeu pour un véhicule électrique connecté autonome à réduire la consommation intrinsèque liée à toutes ces fonctions de perception, de calcul à bord et de communication vers l'extérieur. Et ça, c'est un enjeu important parce que c'est actuellement, dans les protos qui circulent et qui sont à l'essai, par exemple à l'UTC ou ailleurs, ce sont des centaines et des centaines de watts. Or, les centaines et centaines de watts, c'est des kilomètres et des kilomètres en moins pour un véhicule électrique. Donc il y a un vrai enjeu là, de travailler ces choses-là avec une énergie, une consommation d'énergie. Être réactif et sensible à son environnement en matière d'information, c'est potentiellement énergivore. C'est ça que travailler alors, sur les capteurs d'une part, d'où par exemple la vision bio-inspirée, parce qu'on travaille sur la dérivée de l'image et pas sur l'image elle-même. Première chose, sur des algorithmes intelligents qui consomment moins de puissance de calcul. Voilà, il y a ce domaine-là. Après, vous avez le domaine, je dirais, de tout ce qui est surface. On a beaucoup pensé qu'un véhicule aussi, à terme, va être partagé. Un véhicule partagé, c'est comme pour les trains, les avions, etc. C'est un véhicule où il y a plein de gens qui
qui passent dedans. Donc, comment faire un véhicule qui garde une qualité d'accueil avec des surfaces auto-réparables, auto-nettoyantes, antibactériennes, etc. Donc, tout ce qui est surface auto en général, ça, c'est des sujets qui sont revenus beaucoup dans nos groupes de discussion. Donc voilà, je dirais, il y a le champ des composites et matériaux structurels du véhicule, l'architecture. Il y a le champ des surfaces dans toutes leurs fonctions que j'ai rapidement décrites. Il y a tout ce qui est perception, calcul, algorithme, communication. Et puis, on pourrait rajouter l'aérodynamique comme complément. Mais l'aérodynamique active, bon, ça suppose des pièces mobiles. C'est un peu plus complexe à intégrer dans les véhicules. On connaît les perspectives, mais c'est un peu plus complexe. Voilà. OK. À défaut de remettre en cause les 4 roues qui ne sont pas, comme on le sait, biomimétiques. On a des cellules plutôt rondes quand même. Merci beaucoup Jérôme Perrin. Donc, pour alors, on va prendre juste une question pour ce tour d'horizon des innovations bio-inspirées dans le secteur automobile. Alors, juste une question, une réponse rapide, et ensuite, on va parler toujours énergie, mais avec RTE. Oui, excusez-moi, vous avez parlé des trafics et des comportements en banc de poissons. Je voulais savoir si Renault s'intéressait au transport en commun et semi-commun. On parle beaucoup d'abord, on s'intéresse, on n'est pas nous, on fabrique pas de bus. Néanmoins, ce que vous appelez la mobilité, le fait même qu'on parle de mobilité, ça veut dire qu'on admet qu'il y a une mobilité multimodale. Hein. Quand on parle de véhicules, on s'intègre dans un contexte périurbain. On voit bien qu'il doit y avoir une complémentarité entre là où le transport en collectif, voire en site propre, est très efficace, et finalement la gestion de la mobilité dans des zones moins denses, où là, les véhicules, les transports publics ne sont pas opérants, et donc il y a besoin de jouer cette complémentarité. Ça veut dire aussi d'assurer une fluidité d'un mode à l'autre. Donc oui, c'est des choses sur lesquelles, bien sûr, on travaille, on est sollicité. D'ailleurs, pour citer un exemple, Renault a signé un partenariat il n'y a pas très longtemps avec Transdev sur tout ce qui est navette électrique et connectée et autonome. Donc on travaille évidemment ces champs-là, oui. Et les nouveaux services qui vont avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Perrin. Merci.